Merci de rester fidèle à Financial Afrique TV. Bienvenue à toutes et à tous dans l'hebdo des bourses où nous parlons aujourd'hui des indices des bourses africaines et du classement des 30 banques parues dans le dernier numéro de Financial Afrique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Adama Ouad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour, M. Ouad. Bonjour, Dominique. Merci d'être avec nous pour nous parler, pour revisiter avec vous les bourses africaines. Alors, nous débutons par quoi aujourd'hui? Écoutez, d'abord, la mère des bourses, c'est Wall Street. Là où on achète le plus la rumeur et où on vend la réalité. Donc, il y a quelques jours, cette semaine, tout le monde était très, très euphorique. On pensait que le vaccin contre le coronavirus avait été trouvé. Donc, toutes les valeurs pharmaceutiques s'étaient envolées. Donc, par exemple, Moderna avait atteint un niveau, mais finalement, ça retombe en fin de semaine, puisque c'est-à-dire la séance de ce vendredi a débuté par une baisse. Le Dow Jones et le SP 500 ont affiché respectivement moins 1,3% et moins 2,3%. Et les GAFAM, c'est-à-dire les grandes valeurs technologiques que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont aussi suivi de fortes dépréciations aujourd'hui. Donc, on a l'impression qu'il y a un certain pessimisme par rapport aux indicateurs. Et ce pessimisme est porté par un chiffre, c'est 20 millions, c'est-à-dire il y a 20 millions de chômeurs aujourd'hui aux États-Unis qui sont payés à $600. Et ces $600 font l'objet de tractations entre les partis démocrates et républicains, puisque le président Donald Trump, comme vous le savez, en libéral, ne voudrait pas prolonger indéfiniment ce chèque de $600 donné à chaque Américain travailleur au chômage du fait du Covid. Pour le président, c'est une prime qui encourage l'oisiveté. Et pour les démocrates, c'est une prime, au contraire, qui est plutôt pour la relance. Donc, ça va certainement se poursuivre jusqu'aux élections de l'automne prochain. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire de la mer des bourses, là où on achète vraiment la rumeur et on vend. Alors, en Afrique, cette tendance, bien sûr, s'est reflétée sur la plus grande bourse des valeurs mobilières, qui est celle de Johannesburg, qui concentre à elle seule 80% de la capitalisation boursière sur le continent africain. Donc, à Johannesburg, par contre, et paradoxalement, on a un rebond. Alors, les marchés s'est apprécié hier, j'ai dit, et ça se poursuit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la réserve sud-africaine, c'est-à-dire la Banque centrale sud-africaine, a décidé de baisser son taux directeur. Et par un phénomène des vases communicants, quand on baisse les taux d'intérêt, les actions montent. Donc là, Johannesburg Stock Exchange est monté et le rendre aussi s'est apprécié un petit peu. Donc on a l'impression que pessimisme de l'autre côté de l'Atlantique rime avec optimisme de ce côté sud. D'autant qu'il n'y a pas que Johannesburg qui est en hausse. Le Nigeria Stock Exchange aussi a fini jeudi avec une forte hausse dopée par les bons résultats de Dangote Cement, qui est la grande firme du milliardaire Aliko Dangote. Dangote Cement s'est apprécié de 10% en une seule séance, c'est la limite autorisée, et entraînant avec elle tout le marché qui vient d'un coup dépasser ses pertes sur la semaine. Donc on peut dire encore une fois que le pessimisme outre-Atlantique rime avec optimisme chez nous en Afrique, d'autant qu'à Casablanca, qui est la première des valeurs mobilières en Afrique francophone, on a aussi vu ce phénomène de rebond. Le MASI et le MADEX, les deux indices phares de la bourse de Casablanca, ont gagné et ont terminé la séance de jeudi en hausse et ont entamé la séance d'aujourd'hui à l'ouverture en hausse également. Mais ce qu'on peut remarquer à Casablanca, c'est que les valeurs financières que nous suivons particulièrement à Financial Afrique, les valeurs bancaires, l'assurance ne sont pas de la fête. Donc, est-ce à dire qu'on commence un petit peu à se dire que les résultats semestriels des banques ne vont pas être tellement bons puisque
elles sont restées quand même la majeure partie du temps fermées et que les petits porteurs se détournent pour aller vers des valeurs beaucoup plus solides. On voit aussi un petit peu, mais quoique avec des nuances, la même tendance à Tunis, où le Tini Index aussi a fini en hausse. Donc, apparemment, en Afrique, on s'est téléphoné. Il faut que cette fin de semaine, qui est la semaine d'avant l'Aïd el-Kébir, il faut que cette fin de semaine soit euphorique, soit optimiste. On le voit aussi même à la BRVM, la bourse des valeurs mobilières d'Abidjan. Une bourse que j'aime beaucoup parce que quand même, elle symbolise l'intégration africaine, puisque c'est une bourse qui est commune à 8 pays. Je pense que c'est un exemple rare dans le monde. Alors, la BRVM a aussi conclu une très belle séance cette semaine. Je retiendrai que la séance du 17 juillet, puisqu'elle a été liquide, il y a eu beaucoup de volume. Mais là aussi, on a remarqué que les valeurs financières n'étaient pas tellement de la fête. C'est plutôt tout ce qui est secteur construction publique qui était primé par les petits porteurs, alors que même l'agriculture, qui était un peu le refuge depuis quelque temps, même l'agriculture a connu des cotes qui sont liées à une évolution de l'actualité sur le caoutchouc. Alors, qu'en est-il de la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale? Alors, hélas, oui, c'est une bourse aussi, puisqu'on a parlé de la BRVM, il faudrait qu'on parle de la jumelle de la BRVM, qui est la bourse de la CEMAC, très prometteuse. C'est toujours une belle mariée, c'est une fiancée, malheureusement qui tarde à recevoir sa dot, c'est-à-dire à fonctionner correctement, à avoir des entreprises cotées, puisque cette bourse qui a été pendant longtemps paralysée par la rivalité entre le Cameroun et le Gabon, maintenant, elle a trouvé son envol puisqu'elle va être implantée à Douala. On attendait cette année l'introduction majeure du groupe BGFI, qui est la plus grande banque d'Afrique centrale. Hélas, le coronavirus en a décidé autrement. Selon les indiscrétions, c'est reporté à l'année prochaine, mais je reste persuadé que la bourse de la CEMAC, c'est l'une des bourses du futur. Après les indices des bourses, parlons à présent du classement des 30 banques parues dans le dernier numéro de Financial Afrique. Sur la base de quels critères avez-vous fait ce classement? Effectivement, c'est un petit peu, si je peux me permettre en mauvais français dire que ça fait buzz, c'est un peu le classement qui domine notre actualité. Parce que, alors, c'est un classement d'abord qui est géographiquement, qui représente tout le continent. On y retrouve vraiment toutes les banques des différentes régions d'Afrique. Deuxièmement, les critères qui ont été retenus dans ce classement ont été on ne peut plus transparent, puisqu'on a par exemple retenu comme premier critère le total bilan, et qui est un petit peu l'agrégation de tous les actifs de la banque. Deuxième critère, et qui est aussi très important, c'est la capitalisation boursière. On remarquera que certaines banques ne sont pas encore en bourse, donc c'est un critère qui a pénalisé toutes les banques qui ne sont pas encore introduites en bourse. Et un troisième critère qui est très important pour Financial Afrique, puisque ça parle de l'impact même de la banque, de son utilité sociale, c'est sa capacité à donner du crédit. Parce que c'est quoi une banque si elle ne donne pas du crédit? Donc l'encours crédit, la somme de l'ensemble des moyens financiers mis à la disposition des ménages, des acteurs économiques et de l'État, constitue l'encours crédit, et nous, ça, c'est un critère très important qui mesure l'utilité sociale de la banque. Il y a un autre critère qui est le critère inverse, c'est le dépôt, la capacité de la banque à attirer des dépôts de la part aussi bien des ménages que de l'État ou bien des entreprises. Donc ça, c'est un critère qu'on appelle le critère de confiance. Parce que si on n'a pas confiance en vous, on aura plutôt tendance à prendre l'argent de chez vous pour aller le cacher ailleurs. Et puis, il y a un critère qui est déterminant, puisque ce classement est appelé classement des banques à impact régional, donc c'est le réseau pays.
Parce que vous savez qu'une banque panafricaine ne peut pas se définir par une grande championne présente seulement dans son pays. Donc, on a vraiment mis en exergue les banques qui sont en dehors de leur zone naturelle, en dehors de leurs frontières nationales. Donc, et là, le réseau pays constitue l'un des grands critères que nous avons mis en avant. Et vous remarquerez aussi pour les précautions d'usage que nous avons mis les taux de conversion de toutes les monnaies des banques prises dans ce classement, leur taux par rapport au dollar. Et là aussi, rien que ça, c'est un grand renseignement qu'on peut obtenir sur justement ces monnaies qui sont ô combien importantes dans les calculs des ratios des banques. Alors, le classement des 30 banques africaines à fort impact est dominé par les banques sud-africaines. Qu'est-ce qui explique cette domination? Je dirais, oui, c'est ainsi, il en est ainsi depuis très longtemps. Nous l'expliquons d'ailleurs dans les analyses que nous avons faites dans ce classement. C'est que c'est des banques en général qui sont parties il y a très longtemps. C'est des banques âgées, pour certaines, de 150 ans et plus, pour la plupart. La Standard Bank, qui est la première banque africaine par les actifs, elle était jusqu'à-là présente beaucoup plus à l'extérieur, en dehors de l'Afrique du Sud. Elle était présente beaucoup plus à l'extérieur du continent, par exemple au Royaume-Uni, où elle avait des filiales, en Russie, où elle avait des filiales. En ce moment, elle appartient pour 20% à une grosse banque chinoise, à un conglomérat chinois. Donc, c'est une jonction entre émergents. C'est une banque donc qui a une envergure colossale et qui, malheureusement, ce qu'on peut dire d'elle, comme de la plupart des banques sud-africaines, et là, je reprendrai les propos d'un analyste qui intervient souvent dans Financial Afrique, qui s'appelle François Conradi, que nous saluons au passage et qui est en Afrique du Sud et qui nous avait dit déjà il y a une année que les banques sud-africaines ont du mal à franchir le fleuve Limpopo, le fleuve des crocodiles, c'est-à-dire elles ne sortent pas vraiment de l'Afrique australe. Au contraire, par exemple, des banques marocaines, parce que juste après l'Afrique du Sud, par leur envergure, ce sont les banques marocaines aussi qui impriment le tempo de l'intégration. Et quand on parle des banques marocaines, on parle de ce trio constitué d'Attijari Wafa Bank, de BCP et de BMCE Bank of Africa, qui, à partir des années 2000, ont investi l'Afrique ouest francophone à la recherche de relais de croissance, les ont trouvés et qui maintenant essaiment depuis la Méditerranée à l'océan Indien. Donc, c'est des exemples vraiment de success stories qui ont été remontés dans ce classement. Bien sûr, il y a d'autres banques aussi. D'ailleurs, c'est des exemples qui ressemblent aux Marocains, c'est les banques nigérianes. Il y a tout un essaim de banques nigérianes, dont United Bank for Africa, Zenith Bank, etc. Donc, c'est des banques aussi très résilientes qui sont sorties du Nigeria à la conquête du reste du continent. Mais on le dira ici, et contrairement aux banques marocaines, les banques nigérianes ont eu énormément du mal à s'adapter en zone francophone. Est-ce la langue? Non, ce n'est pas la langue. C'est plutôt, je pense, des critères réglementaires entre la réglementation de type ou d'inspiration anglo-saxonne et la réglementation d'inspiration plutôt latine que nous avons hérité tous les Nigériens comme nous les francophones de nos ex-puissances colonisatrices respectives. Voilà. Ces 30 banques se démarquent des autres dans une période où le monde est dominé par la pandémie de Covid-19. Comment font-elles pour survivre, ces banques? Alors, ces banques ont toutes peiné au premier semestre et le premier semestre se décompose en deux parties. Il y a une partie qui était le trimestre vraiment, les 3 premiers mois, je pense qu'il n'y aura pas d'impact significatif dans le résultat parce qu'il n'y avait pas encore le confinement. Mais entre mars et juin, juillet, il y aura beaucoup de dégâts pour ces banques parce que c'est là où on a appliqué les mesures de restriction les plus sévères jamais vues. Et on se réjouit d'ailleurs de voir que tous les gouvernements sont d'accord pour dire que le confinement a été un mal qui a fait peut-être plus de mal que le mal lui-même. Le ministre marocain des Finances a dit qu'il y aura plus de confinement à l'avenir.
l'Afrique du Sud est en train de compter un petit peu, de ramasser les conséquences sur le terrain avec une récession plus que certaine. Même en France, vous voyez, il y a un vrai débat sur le confinement et ses conséquences. Mais en parlant des banques, il y a une catégorie qui est très, très importante pour nous, de la zone IOMOA et de la zone CEMAC. C'est ce que, à notre analyse de Financial Afrique, que je salue au passage, qui s'appelle Olifebi, disait l'année dernière que les indigènes ont racheté la plantation. Vous savez, c'est comme du temps un petit peu de l'Amérique de ces temps-là, quand au lieu de fuir pour aller retourner en Afrique ou quelque part, les esclaves disent à leur maître, écoutez, on s'entend, on voudrait racheter votre plantation et nous-mêmes, on va la développer. C'est ce qui s'est passé parce qu'on voit quand même, bien sûr, tous les guillemets mis, on voit de plus en plus le retrait des banques anglaises et françaises et au profit des champions locaux qui sont en train de monter en force. Je prendrai le cas de BGFI, par exemple, sur l'Afrique centrale, qui est ici de ces liens-là et qui aujourd'hui est devenu un vrai champion, qui raconte une histoire panafricaine, qui fédère plusieurs milliers d'emplois de l'Afrique centrale, mais aussi à l'Afrique de l'Ouest, puisque BGFI est en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais je prendrai aussi le groupe Maurice Bank International, qui, depuis le Burkina Faso, est parti s'étendre graduellement dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec une ouverture il y a une dernière ouverture qui est celle de la Guinée il y a quelques jours. Donc, il y a un dynamisme très fort de la part de ces banques, entre guillemets, indigènes, qui sont en train de monter en force. Et leur particularité par rapport aux banques françaises et anglaises, c'est que ce ne sont pas des banques qui vont accompagner que les expatriés ou bien les grands comptes, c'est des banques qui vont aller vers les commerçants, vers les PME, donc vers l'économie réelle. Et c'est des banques qui participent donc à la transformation de l'Afrique. Voilà ce qu'on peut dire de ce classement qui a évidemment déclenché beaucoup de commentaires et tout. Certains trouveraient que telle autre banque aurait dû être là, telle autre là, mais il en va ainsi. Le classement, ce n'est pas la science exacte, ça donne une grille de lecture, ça permet un petit peu de synthétiser une réalité dynamique en mouvement qui est celle des banques panafricaines. Donc, nous allons à présent parler du pétrole, le pétrole, l'or noir qui souffre depuis le début de la pandémie. Alors, quelles sont les tendances actuelles? Alors oui, parlons du pétrole, en fait parlons des matières premières. Juste avant de parler du pétrole, j'aimerais bien m'attarder un petit peu encore sur ce numéro 72 de Financial Afrique pour dire que nous y avons traité une autre matière première, une précieuse, qui est très rare et qui est presque hors de portée de beaucoup d'analystes, c'est le diamant. Nous l'avons traité avec des experts, avec des acteurs. Nous sommes rentrés en apnée au sein de ce monde très fermé et où on a parlé de l'avenir du diamant africain qui est concurrencé, comme on l'a fait d'ailleurs, on l'a dit il y a quelques émissions dans PIB, le diamant africain qui est concurrencé par le diamant synthétique. Donc, il y a de vrais enjeux à la fois réglementaires, à la fois des enjeux monétaires autour du diamant. Donc, nous traitons de long en large sur le dossier du diamant dans ce numéro de Financial Afrique qui est un numéro double pour les mois de juillet et août. Alors, pour le pétrole, c'est toujours l'incertitude. Ça monte et ça descend. Ce matin, c'était plutôt le rebond. Le Brent était à $43, si j'ai bien retenu mes chiffres, et je vous le dis en direct. Le Brent donc a progressé ce matin de 0,88% à $43,69 et le WTI a grimpé aussi de 0,93% à $41,45. Donc voilà, les deux références anglaises et américaines ont été dites. En attendant la cotation du pétrole africain, hélas, espérons que cela ne tarde pas beaucoup. On ne peut parler que de ces deux références pour dire que le pétrole aussi est plus ou moins orienté vers une hausse timide à petits pas et qui dépendra surtout du vaccin.
Parce que je vous dirais que la tendance principale du marché financier, pour une fois, ce n'est ni l'or qui est en hausse, qui est à 1800, on est à 1800 dollars l'once, l'or se porte bien, ni le pétrole, ni les taux d'intérêt américains, ni le taux des bons allemands à 10 ans, mais hélas, c'est le vaccin contre le Covid-19. Parce que la relance que nous attendons avec impatience, nous du côté des médias, puisqu'on en souffre, la relance que nous attendons, elle dépend du vaccin. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire dans ce monde d'optimisme malgré tout, dans ce monde que j'espère vraiment un monde post-Covid. Donc, pour finir, nous allons à présent parler de la dette qui aussi fait beaucoup parler d'elle depuis le début de la pandémie de Covid-19. Oui, la dette eh bien, il faut en parler parce que, vous savez, cette semaine, la grosse actualité du début, c'était que l'une des plus grosses banques d'affaires du monde a publié ses résultats, Morgan Stanley. Et dans ces résultats, on a vu que c'est des résultats déjà exceptionnels, pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui souffre du coronavirus. Et ces résultats ont été tirés par les transactions liées à la dette. Donc, la dette, c'est un marché porteur en bourse pour les investisseurs. Bon, mais nous, on va parler de la dette vue de notre Afrique. Vous savez que beaucoup de nos pays, je pense 23 États africains, ont souscrit au programme du G20. C'est l'initiative un petit peu d'annulation ou plutôt le moratoire sur la dette entre juin 2020 et décembre 2020. Ces 23 pays ont souscrit, mais se retrouvent en porte-à-faux avec les agences de notation. Par exemple, Moody's vient de dire il y a 2 jours que 4 pays africains, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et le Cameroun, risquent d'être dégradés. Pourquoi? Parce qu'ils ont souscrit à ces programmes de suspension de la dette. Pourtant, ces pays ont dit clairement et à plusieurs reprises qu'ils vont respecter leurs engagements vis-à-vis des créanciers privés. Mais pour Moody's, ce n'est pas suffisant. Donc, on peut dire que nos pays sont entre le marteau et l'enclume. Vous acceptez le moratoire, vous retrouvez l'agence de notation, il va vous dégrader. Ça veut dire que le jour où vous voudriez lever de l'argent, vous allez le faire à un taux plus élevé. Ça veut dire que ce que vous avez économisé sur le moratoire, vous risquez de le payer dans la reprise. Et vous risquez aussi de rendre votre reprise beaucoup plus coûteuse. Donc, c'est un débat peut-être sans fin. Il y a les partisans les partisans de la dette, en fait, et d'autres qui estiment que l'Afrique ne doit pas s'endetter. Mais je sais que les États n'ont pas le choix. Les États doivent faire continuer les services publics, ne doivent pas interrompre le paiement des fonctionnaires, doivent veiller sur la sécurité de notre population, doivent relever les plateaux sanitaires. Donc, on le dira toujours, mieux vaut être analyste parfois, observateur qu'acteur. Alors, qu'en est-il aujourd'hui pour le Bénin qui a rejeté ce moratoire? Écoutez, le Bénin a suivi sa voie, elle a assimilé. D'ailleurs, c'est tout bénéf, je dirais, sans jeu de mots, puisqu'ils ont vu leur notation plutôt maintenue avec une consolidation même de cette note, des perspectives positives. Ils ont été levés de l'argent, donc ça c'est auprès des bailleurs, ils ont une confiance renouvelée et ils ont un bon signal de marché. Je pense que quand même que c'est une expérience intéressante, mais ce qu'on peut dire aussi bien du cas du Bénin que du cas des autres pays africains, et le Bénin n'est pas le seul, puisque c'est 13 pays africains qui ont refusé de signer. Et parmi ces 13 pays, il n'y a pas que les États bien gérés comme nous, on l'entend ou on le comprend, il y a aussi la Somalie, par exemple, qui a refusé. Donc, il y a 13 pays qui ont refusé, 23 qui ont accepté. Mais ce qu'on peut dire, et là je fais une transition vers un autre débat, c'est l'ouverture des espaces Schengen ou autres, le fait qu'il n'y a que 4 pays africains qui sont acceptés et que toute l'Afrique subsaharienne, à l'exception du Rwanda, est rejetée. Ce qu'on peut dire, c'est que sans une vraie intégration africaine, sans une vision commune, on ne pourra pas peser dans le monde. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Toute l'Afrique se retrouve éclipsée
des opportunités de la reprise. Puisque la relance, c'est des marchés, c'est donc le droit de circulation. Pourquoi les Africains n'auraient pas le droit d'aller en Europe, qui est beaucoup plus touchée par la pandémie que l'Afrique? Je rappelle que les trois pays, France, Espagne et Italie, ont à peu près 100 000 morts. Toute l'Europe, c'est plus de 200 000 morts. En Afrique, on est à 15 000 morts. L'Afrique est la zone la moins touchée par le coronavirus, en dépit de toutes les alertes, de tous les pessimismes réunis, coagulés sur son sort. L'Afrique s'en sort bien, et pourvu que ça dure. Bien sûr, il faut être réaliste. Mais pourquoi donc, dans ce cas, bannir l'Afrique de la reprise? J'ai vu que beaucoup de pays ont prôné la réciprocité, comme la Guinée, par exemple, la Guinée-Conakry, ou bien le Sénégal, mais à mon avis, ça ne résout pas la question. Le Sénégal tout seul ne représente rien face à l'Europe des 27. La Guinée-Conakry toute seule ne représente rien face à la grande Union européenne des 27. Mais si la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO décident d'un commun accord d'appliquer la réciprocité, vous verrez qu'en 24 heures, tout va changer. Et que dire encore de l'Afrique des 54 pays? Si elle décidait d'appliquer un code de circulation entre elle et le reste du monde, vous allez voir que tout va changer. Donc, c'est une question de stratégie, d'intégration et puis de massification, puisque le Bénin a eu raison, mais si le Bénin a eu raison tout seul, ça n'aura aucune influence sur l'Afrique. Si les 23 pays ont décidé, mais en ordre dispersé, de négocier chacun avec les bailleurs, ça n'aura aucune incidence. Donc, les leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie, c'est que l'Afrique sera toujours ce qu'elle est en ce moment si elle est désignée, si elle y va en ordre dispersé. Alors, vous avez ouvert un débat qui est très intéressant. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette restriction des pays africains à survoler le sol européen pendant que les mesures ont été levées? Je pense qu'il y a des critères qui ont été quand même mis en avant par l'Union européenne. C'est des critères en termes de tests, en termes de taux d'infection. Ce sont des critères qui leur ont permis de dégager une liste de pays du sûr. Donc, c'est une liste qui change tous les 15 jours en fonction des informations. Elle est à sa deuxième édition. Donc, elle a été un petit peu mise en place il y a 20 jours et elle vient d'être renouvelée. Le problème de cette liste, c'est que même au sein de l'Europe, les pays ne sont pas d'accord. Par exemple, l'Allemagne ne veut pas entendre parler dans sa liste de pays africains, hormis la Tunisie. La France a mis en avant avec sa diplomatie aussi ces critères. D'autres pays aussi ne veulent pas voir, par exemple, même des pays européens, par exemple la Serbie et le Monténégro dans le classement. Donc, c'est un tiraillement plus diplomatique que sanitaire. Et vous verrez, puisqu'on parlait de réciprocité, que la Chine, par exemple, a elle-même décidé de n'accepter les Européens que sous des conditions et des restrictions. Je dirais même qu'elle ne les accepte pas. Donc, l'Europe a dit, nous sommes ouverts à la Chine, mais à condition qu'elle accepte. Nous appliquons le principe de la réciprocité. Puisque l'Europe des 27 applique le principe de la réciprocité, ce qui est d'ailleurs, elle est dans son bon droit et je l'approuve, j'applaudis vraiment à deux mains. Je pense que nous, en Afrique, on devrait arrêter de nous réunir pour parler du panafricanisme si on n'est pas capable d'avoir un front commun dans les grandes négociations internationales. Que ça soit dans le cadre de la dette, et là je salue un autre analyste qui a parlé d'un consortium des dettes africaines, de la mise en commun d'un véhicule. Donc, c'est M. Mbeng qui est du Gabon. Donc, il a fait une analyse très intéressante dans ce cadre. Donc, que ce soit au niveau de la dette ou bien au niveau de la problématique sanitaire du coronavirus qui nous est venu massivement d'Europe au départ, mais aussi dans les grandes négociations commerciales, par exemple. Et là, j'ouvre une petite fenêtre sans trop m'étayer, mais il y a le cas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce,
où nous avons 3 candidats. Africains. 3 candidats africains sur 8. Et ces 3 candidats africains sont en concurrence très forte. Parce qu'il y a, l'Union africaine a choisi un seul candidat, c'est le candidat égyptien, mais derrière, le Nigeria et le Kenya ont choisi chacun son candidat. Donc, on va de nouveau nous retrouver divisés et comme en 2005, faire élire un candidat dans notre pays. Tant que nous serons divisés, ça n'ira pas. Tant que nous serons divisés, ça n'ira pas. C'est sur cette phrase qui tire la sonnette d'alarme aux Africains qui ont des oreilles pour entendre que nous vous remercions d'avoir été des nôtres dans l'hebdo des bourses africaines de cette dernière semaine du mois de juillet. Merci. Merci également à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de votre fidélité à Financial Afrique TV. C'est tout pour l'hebdo des bourses d'aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine, certainement avec de nouvelles informations.